Donc, un pointeur, c'est une variable. La différence entre un pointeur et une autre variable, que vous connaissez par exemple int a, float b, char c, etc. La différence entre ces deux types de variables, c'est que un pointeur, la valeur qu'il va contenir à l'intérieur, c'est-à-dire sa valeur, c'est une adresse mémoire. Elle est de type adresse mémoire d'une autre variable. Ok. Donc, par exemple, int a, je vais mettre la valeur 2, la valeur 5, 6, etc. Mais un pointeur sur un entier, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir l'adresse mémoire de la variable a, par exemple. C'est-à-dire, je vais chercher l'adresse mémoire de la variable a et je vais la mettre dans le pointeur p. D'accord? C'est ça la différence entre une variable simple. Donc, la valeur d'une variable simple peut être un entier, un flottant, un caractère, une chaîne de caractères, etc. Mais avec un pointeur, donc ce pointeur-là va contenir l'adresse mémoire d'une autre variable qui peut être de type int, float, euh, caractère, chaîne de caractères ou autre. Donc là, je vais passer directement à la relation entre les pointeurs et les tableaux parce que c'est la partie c'est la plus intéressante et qui pose le plus de problèmes pour vous. Donc, il existe, ou bien on sait, il existe une relation très grande entre les tableaux et les pointeurs. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de traiter ou bien de manipuler les tableaux en utilisant les pointeurs. Et là, nous allons parler les deux types de tableaux, c'est-à-dire les vecteurs et les matrices, c'est-à-dire les tableaux à une seule dimension et les tableaux à deux dimensions. Alors là, on va commencer par les tableaux à une seule dimension. Alors, supposons que j'ai un tableau T, un entier, un tableau qui contient des entiers. Par exemple, le tableau s'appelle T et il va contenir n entiers. Donc, int T de n. Donc, T, c'est un tableau qui contient n entiers. Et puis, je vais déclarer un pointeur P qui va contenir des adresses mémoire de variables de type int. Donc, pour déclarer un pointeur qui va contenir des adresses mémoire de variables de type int, je vais mettre int étoile p. OK? Donc, le étoile qui représente le pointeur. Et puis, le int, euh, représente le type de variable que va contenir le P. Par exemple, si le P va contenir des adresses mémoire de variables de type int, donc je vais le déclarer de type int. Si P va contenir les adresses mémoire de variables de type flottant, je vais déclarer ici float étoile P. Si par exemple P va contenir les adresses mémoire de variables de type caractère, je vais mettre ici char étoile P. Donc le type du pointeur dépend du type de variable qu'il va contenir, ou bien des adresses mémoire de variables qu'il va contenir. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré un tableau T qui contient n entier et puis un pointeur qui contient les adresses mémoire de variables de type int. Donc après avoir déclaré ces deux variables, maintenant on va essayer de créer un lien entre le tableau et le pointeur. C'est-à-dire, on va essayer de traiter, de manipuler le tableau en utilisant ce pointeur-là, le P. Alors, pour créer cette liaison entre le pointeur P et le tableau, il y a une instruction qui le permet. Alors là, on va utiliser l'instruction suivante. P égale à T. Donc le pointeur, je vais l'initialiser à l'adresse de la première case du tableau. Donc lorsque j'écris T, ça veut dire je parle de l'adresse de la première case du tableau. Ou bien, donc je peux écrire P reçoit T, ou bien je peux écrire P égale à l'adresse de T de 0. Donc les deux écritures sont équivalentes. Je peux écrire soit P reçoit T, ou bien P reçoit l'adresse de T de 0. Les deux instructions sont équivalentes et elles veulent dire que je vais mettre dans P l'adresse mémoire de la première case du tableau. Voilà. Donc voilà cette équivalence, elle est exprimée ici. P reçoit T ou bien P reçoit l'adresse de T de 0. Alors, après avoir réalisé la liaison entre le pointeur P et le tableau T, donc si on écrit P,
tout court, c'est-à-dire sans rien avant. Lorsqu'on écrit P, ça veut dire que c'est l'adresse mémoire de la première case du tableau. OK? P, comme ça, représente l'adresse de la première case du tableau. Si on fait P plus 1, cela veut dire qu'on va parler de l'adresse mémoire de la deuxième case du tableau, c'est-à-dire T, l'adresse de T2 de 1. Et lorsqu'on écrit P plus I, cela veut dire que on va parler de l'adresse mémoire de la IM, la IM case du tableau T. D'accord? Donc lorsqu'on fait P plus 1, P plus I, cela veut dire qu'on parle des adresses mémoire. Alors maintenant, lorsqu'on précède P par une étoile, là on parle de valeur, c'est-à-dire on va accéder à la valeur qui se trouve ou bien pointée par P. Alors lorsqu'on fait étoile P, là on parle de la valeur qui se trouve dans la première position du tableau, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans T de 0, ou bien la valeur qui se trouve dans P de 0. Aussi, si on fait étoile entre parenthèses P plus 1, là on parle de la valeur, ok? Lorsque vous trouvez étoile, là on parle toujours de la valeur. Lorsqu'il n'y a pas d'étoile, il y a uniquement le pointeur, là on parle de l'adresse mémoire. Ça marche? Donc là on parle de la valeur qui se trouve dans la deuxième position du tableau, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans T de 1. Et c'est équivalent à P de 1. Et dans un cas général, lorsqu'on fait étoile, entre parenthèses P plus I, là on parle de la valeur qui se trouve dans la ième position du tableau, c'est-à-dire la valeur de T de I, ou bien P de I. Donc là, il faut retenir ça. Si vous avez uniquement le pointeur, là vous parlez de l'adresse mémoire. Si vous avez le pointeur précédé par une étoile, comme ça, vous allez parler de la valeur. Alors, ensuite, donc je vais vous donner une formule récapitulative que vous devez retenir, c'est-à-dire vous allez l'apprendre, comme ça vous allez l'utiliser directement sans réflexion. Alors, regardez l'équivalence suivante. Donc, si vous mettez étoile entre parenthèses P plus I, là vous parlez de la valeur. Lorsque vous mettez P de I, vous parlez de la valeur. Et lorsque vous mettez T de I, là aussi vous parlez de la valeur, de la ième position du tableau. Donc, les trois écritures sont équivalentes. Donc, vous pouvez mettre à la place de T de I, vous pouvez mettre étoile entre parenthèses P plus I. Ou bien, vous pouvez mettre P de I. Donc, les trois écritures sont équivalentes et elles veulent tous dire on veut accéder à la valeur qui se trouve dans la ième position du tableau. Voilà, donc, retenez-les. Maintenant, si on enlève l'étoile, donc on parle de la valeur. Si on enlève l'étoile, là on parle de l'adresse mémoire. Donc là, P plus I, on parle de l'adresse mémoire de la ième position du tableau. Ou bien on peut l'écrire, ou bien l'exprimer de la manière suivante, on peut écrire l'adresse de P de I. Ou bien l'adresse de T de I. Voilà, donc ces trois écritures sont équivalentes et elles veulent tous dire on souhaite accéder à l'adresse de la ième position du tableau. Et ces instructions-là veulent dire on souhaite accéder à la valeur qui se trouve dans la ième position du tableau. D'accord? Alors maintenant, on va passer pour voir comment exprimer les pointeurs avec les tableaux. Donc regardez ici à gauche, j'ai une procédure qui s'appelle lecture, qui contient deux paramètres en entrée. J'ai un tableau de flottant T et j'ai une variable N qui représente le nombre d'éléments que j'ai dans le tableau T. En fait, c'est la taille de mon tableau. Ensuite, pour lire ou bien pour le remplissage de mon tableau, bien sûr, je vais utiliser une boucle. C'est-à-dire, je vais parcourir toutes les cases de mon tableau. Et puis, à chaque fois que j'accède à une position, je vais lire ou bien demander à l'utilisateur de me donner une valeur et je vais la mettre dans la position en question dans le tableau. Voilà. Donc là, je vais utiliser la boucle for.
comme on l'a dit, donc la boucle for va varier entre 0 et n-1. Ce sont les éléments, ou bien on est à l'intérieur du tableau. Si i varie entre 0 et n-1, i plus plus. Ensuite, on va demander de donner une valeur et puis on va la saisir dans l'adresse de t de i. Donc ça, c'est la lecture. C'est-à-dire qu'on va accéder à l'adresse mémoire de la ième position et mettre la valeur que l'utilisateur vient de saisir sur le clavier. D'accord? En fait, cette écriture, vous la connaissez tous, c'est l'écriture ordinaire. Maintenant, si on souhaite utiliser les pointeurs, c'est-à-dire on va passer à la partie droite. Voilà, lecture PTI, c'est-à-dire en utilisant un pointeur. On a le même prototype, on a le tableau T qui contient des flottants, et puis le deuxième paramètre, c'est un entier N. Ensuite, on va déclarer bien sûr la variable i, c'est l'itérateur qu'on va mettre dans la boucle. Puis, alors si on veut utiliser les pointeurs, donc il y a deux opérations. Il faut d'abord déclarer le pointeur et il faut l'initialiser. Voilà, donc ces deux opérations sont nécessaires avant d'utiliser les pointeurs. D'abord déclarer le pointeur et puis le lier, bien faire une relation entre le pointeur et le tableau. Alors, pour la déclaration du pointeur, regardez ici, je l'ai déclaré de type floats. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le type du pointeur dépend du type de variable sur laquelle il va pointer. Donc, mon tableau contient des flottants, donc mon pointeur aussi doit être de type floats. Parce que le pointeur va contenir des variables, ou bien les adresses mémoire de variables de type floats. D'accord? Donc, le pointeur doit être du même type que le type du tableau. Ensuite, donc après la déclaration, je vais initialiser le pointeur à l'adresse de la première case du tableau. Alors, pour initialiser le pointeur à l'adresse de la première case du tableau, on a déjà vu l'instruction correspondante. Donc, je peux écrire pt reçoit l'adresse de t de 0, ou bien je peux écrire pt reçoit t. D'accord? Les deux écritures sont justes. Donc, les deux écritures veulent dire que je souhaite initialiser le pointeur à l'adresse de la première case du tableau. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré le pointeur qui doit être du même type que le type du tableau, ainsi que j'ai fait l'initialisation du pointeur à l'adresse de la première case. Ensuite, je vais utiliser une boucle pour i allant de 0 jusqu'à n. Je vais demander une valeur et puis je vais la lire et la mettre dans le tableau. Donc là, pour écrire, donc regardez ici, pour écrire dans le tableau, j'ai mis l'adresse de t de i. Et lorsque j'utilise les pointeurs, donc je peux écrire soit pt plus i ou bien l'adresse de pt de i. Donc les trois écritures sont équivalentes. Si on revient à ce que je vous ai donné tout à l'heure, regardez, soit vous écrivez p plus i, ou bien l'adresse de p de i, ou bien l'adresse de t de i. Ces trois écritures sont équivalentes et ils expriment toutes l'adresse mémoire. Donc là, je suis en train de lire l'adresse, ou bien de lire la valeur et la mettre dans l'adresse mémoire. Donc là, je peux écrire soit l'adresse de t de i, et si j'utilise les pointeurs, je vais mettre pt plus i, ou bien l'adresse de pt de i. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut retenir ces trois équivalences. Comme ça, vous pouvez soit utiliser celle-là, ou bien l'autre. Maintenant, si on passe à l'affichage, donc comme tout à l'heure, donc on va déclarer le tableau T de type float, et puis la taille des éléments, et puis la boucle for i allant de 0 jusqu'à n, et puis on va afficher T de i. Donc pour l'affichage, on va accéder à la valeur. Ici, on accède à l'adresse mémoire, et là, on accède à la valeur. Si on utilise les pointeurs, donc là aussi, on doit déclarer le pointeur qui doit être du même type que le tableau sur lequel il va pointer. Puis, on va initialiser l'adresse ou bien le pointeur à l'adresse de la première case du tableau avec pt reçoit l'adresse de t de 0 ou bien pt reçoit t. C'est équivalent, les deux écritures sont équivalentes. Et après, on va parcourir le tableau et puis afficher le contenu. Donc, pour afficher le contenu, on va précéder le pointeur pt plus i par étoile. Comme on l'a dit tout à l'heure, regardez ici, pour accéder à la valeur, on va mettre étoile p plus i ou bien p de i ou bien t de i.
Donc, ces trois écritures sont équivalentes pour exprimer la valeur. Ce qu'on utilise généralement dans l'affichage. Là, on utilise la valeur et dans la lecture, on utilise les adresses mémoire. Voilà, donc il y a aussi une deuxième écriture. C'est au lieu, dans cette deuxième écriture, on ne va pas utiliser l'indice i. Donc regardez ici, ça c'est l'écriture qu'on vient de faire. Voilà la déclaration, l'initialisation et puis pt plus i pour accéder à l'adresse mémoire. Alors là, dans la partie droite, on va essayer de ne pas utiliser l'indice i. C'est-à-dire, on va essayer d'incrémenter le pointeur. C'est-à-dire, on ne va pas incrémenter l'indice, mais on va incrémenter le pointeur. Alors, ici, comme d'habitude, on va déclarer le pointeur pt. Puis, dans la boucle for, donc comme vous le savez, dans une boucle for, il y a trois parties. Il y a la partie de l'initialisation, c'est le premier paramètre de la boucle for. Deuxième paramètre, c'est la condition. Et le troisième paramètre, la troisième partie, c'est l'incrémentation ou bien la décrémentation. D'accord? Alors, dans la boucle for, dans la première partie, on va initialiser le pointeur à l'adresse de la première case du tableau. Donc là, on va mettre pt reçoit t, ou bien pt reçoit l'adresse de t de 0. Donc, on a fait la déclaration du pointeur. Là, dans la première partie de la boucle for, on va faire l'initialisation de ce pointeur. D'accord? Deuxième paramètre, c'est la condition. Alors, la condition veut dire quoi? Veut dire que je vais incrémenter le pointeur tant que je ne suis pas arrivé à la fin du tableau. Donc, pt, tant que pt est inférieur à t plus n, donc si t représente l'adresse du premier élément du tableau, donc t plus n représente l'adresse de la nème position du tableau. Donc, t plus 0. Okay? C'est l'adresse de la première case du tableau. Et t plus n, c'est l'adresse de la nème position du tableau. Donc, tant que l'adresse de pt est inférieure à l'adresse de la nème case du tableau, donc ça veut dire que je suis encore dans la marge du tableau. Je suis entre 0 et n-1. Voilà, donc ça représente un peu ça. Donc là, je travaille avec 0 et n, et là, je travaille avec les indices des valeurs entières, et là, je travaille avec les adresses mémoire. Donc, je compare la valeur de pt avec l'adresse de la première case du tableau et la dernière case du tableau. Donc, tant que je suis entre la première case du tableau et la dernière, donc c'est bon, je suis dans le tableau, et là, je vais demander à l'utilisateur de me donner une valeur, et je vais la lire et la mettre dans le tableau. pt. Donc, avec pt, comme on l'a dit, on parle de l'adresse mémoire. D'accord? Là aussi pour l'affichage, donc là c'est l'affichage qu'on a fait tout à l'heure, la déclaration du pointeur, l'initialisation, la boucle et puis l'affichage. Donc on a précédé le pt plus i par étoile, c'est pour accéder à la valeur comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant si on souhaite faire l'affichage sans utiliser l'indice i, on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, on va utiliser le pointeur pt de type float, du même type que le tableau, et puis dans la boucle, on a les trois parties. Donc la partie de l'initialisation, c'est-à-dire on va initialiser le pointeur pt à l'adresse de la première case du tableau. Okay, là, c'est comme si vous avez t plus 0, c'est l'adresse de la première case du tableau. Et là, pt inférieur à t plus n, c'est-à-dire tant que l'adresse de pt est inférieure strictement à l'adresse de la ième case du tableau, je vais faire l'incrémentation du pointeur tout en affichant la valeur de pt. Alors pt, puisqu'il est précédé par un étoile, cela veut dire que je vais accéder à la valeur. Donc à chaque fois, on va revenir à cette diapositive. Si vous avez un étoile avant, ça veut dire que vous parlez de la valeur. Si vous avez P directement, vous parlez de l'adresse mémoire. D'accord? Donc essayez s'il vous plaît de retenir ces deux écritures, ça va vous faciliter énormément la tâche. D'accord, donc maintenant,
On va passer. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les tableaux? Traitement des tableaux. Non. Non. On peut faire P inférieur à l'adresse. Oui, alors, il y a une proposition d'un étudiant, Amina. Amina m'a écrit, est-ce qu'on peut faire dans la condition P inférieur à l'adresse de T de N? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mademoiselle. Tu peux faire ici PT inférieur à l'adresse de T de N. C'est juste aussi. Oui, c'est tout à fait juste. Je vous ai écrit celle-là parce que c'est l'habitude. Lorsque vous allez chercher dans des exercices, vous allez trouver que la plupart des boucles, on utilise cette écriture-là. Mais ça veut dire la même chose. Donc, PT, vous pouvez l'exprimer, cette instruction, vous pouvez l'exprimer de la manière suivante. Vous pouvez écrire PT inférieur à l'adresse de T de N. C'est juste aussi. Voilà. C'est Assia, la même chose pour Assia. Elle a posé la même question. Donc, c'est possible, vous pouvez faire les deux écritures. Alors, pour Leïla, elle m'a posé, c'est quoi la signification? Alors, c'est quoi la signification de PT inférieur à T inférieur à T plus N? Ça veut dire quoi? Donc, supposons que j'ai un tableau. C'est ça le problème à distance. Donc, supposons que j'ai un tableau. OK. Donc, les valeurs de mon tableau sont 1, 2, 3 et 4. Et pour les indices, alors ça, c'est l'indice 0. Ça, c'est 2. l'indice 1. Ça, c'est l'indice 2 et l'indice 3. OK? Alors, supposons, lorsque j'écris PT inférieur à T plus N, donc au début, PT, il est là. Donc, le pointeur, il pointe sur la première case. Voilà, donc PT, au début, il pointe sur la première case, c'est-à-dire il pointe sur le 1, la valeur 1. OK? Et pour T plus N, regardez où est-ce qu'il se trouve. La dernière case. C'est pas celle-là, c'est pas sur le 4. Non, il est là. Non. T plus N est là. Yani, la case, elle ne fait pas partie du tableau. T plus N se trouve ici. Par contre, T plus N moins 1. voilà, T plus c'est N T. moins 1. Voilà, c'est T. T plus N moins 1. Donc le 4, il se trouve dans la position T plus N moins 1. Ou T plus N, c'est à l'extérieur du tableau. Elle ne fait pas partie des éléments du tableau. Donc, on a fait ici PT inférieur à T plus N. Les valeurs de PT doivent varier entre la première position du tableau jusqu'à N-1, jusqu'à la position N-1. Voilà, c'est ça la signification d'hier. Ça marche? Le premier scanner, on n'a pas accès à l'adresse, on n'a pas la valeur. Le premier scanner, on n'a pas accès à l'adresse et on n'a pas la valeur. Alors, le scanner, on l'a fait dans la lecture. Alors, tu dis que c'est normal, mademoiselle. Le cours de S1. Voilà, monsieur. Alors, quelqu'un, un de vos collègues dit, le premier scanner, donc dans le premier scanner, celui-là, on a accès à l'adresse et non pas la valeur. Pourquoi? Pourquoi là, on a l'adresse et on n'a pas la valeur? Ben, tout à fait normal. Lorsqu'on va lire à partir du clavier, on va mettre la valeur dans une adresse mémoire. Donc, ce sont des choses basiques. Par exemple, lorsque vous demandez à l'utilisateur de saisir la valeur de n, par exemple,
vous mettez scanf, pourcentage D, et vous mettez l'adresse de N. Donc, dis-moi, à chaque fois que vous utilisez scanf, vous mettez la valeur dans l'adresse mémoire. Donc, elle dit, ce sont des choses intuitives. Donc, c'est بديهيات. Vous n'allez pas نقول علاش درنا la valeur وما درناش l'adresse. Ou علاش درنا l'adresse وما درناش la valeur. OK? Voilà, une autre question. Est-ce qu'on peut mettre printf pt moins t? Ou ça... En fait, on peut mettre t, pt moins t. Ah, ça c'est pour retrouver l'indice, je pense. Donc, il y a une remarque d'un collègue qui dit on va faire printf pourcentage d et puis pt moins t. Donc, lorsqu'on fait pt moins t, ça va nous aider de retrouver la position, l'indice de la valeur. Demain, je vois après. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça après. Alors, supposons le pointeur contient l'adresse suivante et T contient une autre adresse et qu'on ajoute N sera traduit comme quoi? Alors, on a la question qui montre que... Alors, lorsqu'on écrit par exemple floats étoile pt, quelle est la signification de cette instruction? Donc, le c'est que je vais déclarer une variable pt de type pointeur. Est-ce que cette valeur, cette variable pt, est-ce qu'elle contient une adresse mémoire ou bien une valeur? Non, pour le moment, elle est vide. Pour le moment, j'ai fait uniquement la déclaration. Par exemple, j'ai fait int a. Int a, c'est une variable, j'ai fait la déclaration. Est-ce que je connais quelle est la valeur qui va se trouver dedans? Non, tant que je n'ai pas fait a reçoit par exemple 2, pour moi, avec la variable a, elle ne contient rien. Quand est-ce que je vais mettre, le pointeur, quand est-ce que je vais mettre dans pt une valeur? C'est avec cette instruction-là. Donc, l'instruction, c'est elle qui fait l'initialisation du pointeur. Donc, supposons que la première case du tableau, par exemple, la case qui contient la valeur 1, elle contient l'adresse mémoire, par exemple, 1, 2, 3, 1, par exemple. Cette adresse mémoire, c'est pour la première case. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je fais pt reçoit t, donc je vais prendre cette adresse mémoire-là et je vais la mettre dans pt. Donc, pt floul, elle est vide, elle ne contient rien. Elle ne peut pas, je ne peux pas la déclarer et la remplir en même temps. Donc, j'ai fait uniquement la déclaration. C'est cette instruction qui fait l'affectation d'une valeur au pointeur pt. Okay? Donc, votre collègue a posé une question, il a donné une adresse mémoire à pt, il a donné une adresse mémoire différente à t, donc ce n'est pas possible. Donc, on a fait uniquement la déclaration, donc elle est vide, elle ne contient rien. Avec cette instruction-là, pt reçoit t, c'est cette instruction qui nous permet d'affecter l'adresse mémoire de t, c'est-à-dire la première case, l'adresse mémoire, que je vais l'affecter à pt, au pointeur. D'accord? Alors, Kayna a une autre remarque. Est-ce qu'on peut faire simplement l'adresse de pt plus i au niveau du deuxième printf? Alors, si vous parlez d'ici, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas utilisé le i. Le i, on l'a utilisé dans cette version. Voilà. Donc, dans cette version, quand on a utilisé la boucle avec i, on peut faire pt plus i. Mais dans cette version-là du programme, on n'a pas l'indice i dans la déclaration. OK? Donc là, on n'a pas la déclaration de i dans
la procédure. Donc, on va traiter uniquement le pointeur. On ne va pas inclure aussi le i. On ne va pas mettre pt plus i. On va uniquement mettre pt parce que c'est le pt, le pointeur, qui va se déplacer. Je voulais dire que t plus n contient... Voilà, voilà. Donc, elle s'est rattrapée. Donc, votre collègue... Alors, supposons que Andy a de l'adresse, elle est dans la première position. Alors, à votre avis, c'est quoi l'adresse de la deuxième position? Sachant que j'ai un flottant, j'ai des flottants. Donc, je vais ajouter 4 octets. Donc, l'adresse, c'est l'adresse du deuxième élément du tableau. Parce que puisque j'ai un flottant, il est codé sur 4. Ok, vous pouvez revenir, vérifier. Donc, quelqu'un a écrit plus 8. Non, c'est plus 4. D'accord, vous pouvez vérifier. Donc, ici, donc, je vais ajouter 4. Et la même chose, si je veux aller à la troisième position, je vais ajouter un autre 4 ici. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 6 et 4. Voilà, ils sont l'un à côté de l'autre. Lorsque je fais pt++, donc il va passer à la deuxième position. Il connaît déjà qu'un flottant est codé sur 4, donc il va faire l'incrémentation directement. Parce que sur un tableau, tous les éléments sont l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de problème. L'allocation dynamique de la mémoire, chaque élément il est sauvegardé un peu, dire de manière quelque part sur la mémoire. Il n'y a pas de liaison, dire physique, directe sur les éléments. D'accord? Alors, maintenant, on va passer pour voir les matrices. Donc là, la même chose que dans les vecteurs. Donc, il y a une relation très étroite qui existe entre les matrices et les pointeurs. Donc, avec les matrices, par exemple, supposons que je vais déclarer une matrice A qui contient des entiers. Et cette matrice A contient M lignes. Donc, le premier paramètre représente les lignes et le deuxième représente les colonnes. Donc, supposons que ma matrice contient M lignes et N colonnes. Et puis, j'ai un pointeur P qui contient les adresses mémoire d'un entier. En fait, le pointeur va contenir les adresses mémoire de la matrice d'entier que j'ai déjà déclarée. Donc, voilà int étoile P. Donc, maintenant, on va essayer de créer une liaison entre le pointeur et les différentes cases de la matrice A. Donc, pour créer cette liaison, il y a une instruction qui le permet, c'est P égale à l'adresse, égale à A de 0. Donc, cette écriture veut dire quoi? Veut dire que je vais mettre dans P l'adresse de la première case de la matrice. Donc, cette écriture-là est équivalente à l'écriture suivante. Je peux écrire P égale à l'adresse de A0, 0. Donc, vous pouvez écrire soit P égale à A de 0 ou bien P égale à l'adresse de A0, 0. Les deux expressions veulent dire que je vais mettre dans P, dans le pointeur P, l'adresse mémoire de la première case de la matrice, c'est-à-dire la case 0, 0. D'accord? Alors, regardez ici, on va voir un ensemble d'équivalences comme avec les vecteurs. Là, lorsqu'on écrit P, cela veut dire c'est l'adresse mémoire de la première case de la matrice, c'est-à-dire A0, 0. Si on écrit P plus 1, là, on parle de l'adresse mémoire de la deuxième position dans la matrice, c'est-à-dire la première ligne et la deuxième colonne. Lorsqu'on fait P plus N, là, on parle de la deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne et la première colonne. Lorsqu'on écrit P plus N plus 1, là on parle de l'adresse mémoire de la case qui se trouve dans la deuxième ligne, deuxième colonne,
c'est-à-dire A, 1, 1. Et lorsqu'on écrit P, voilà le cas général, lorsqu'on écrit P plus I multiplié par N plus J, là on parle de l'adresse mémoire de la case qui se trouve dans la position IJ. Voilà, dans la matrice. Donc, les écritures veulent dire l'adresse mémoire. Okay? Si vous avez P directement, tout court, cela veut dire qu'on parle de l'adresse mémoire. D'accord? Maintenant, si on précède les mêmes écritures avec un étoile, là, on parle de la valeur. C'est-à-dire, lorsqu'on fait étoile P, on parle de la valeur qui se trouve dans la position A00. Ainsi de suite, pour la dernière, étoile, entre parenthèses, P plus I multiplié par N, N, bien sûr, c'est le nombre de colonnes, ok, plus J. Là, on parle de la valeur qui se trouve dans la position IJ de la matrice. D'accord? Donc, rappelez-vous, si vous avez le pointeur, comme ça, on parle de l'adresse mémoire. Si on précède le pointeur par une étoile, on parle de la valeur. OK? Alors là, on va voir un exemple de la lecture et de l'affichage des éléments d'une matrice. Alors là, c'est un programme qui contient le main seulement, dans lequel je vais mettre des blocs, un bloc pour la lecture et un autre pour l'affichage. Voilà pour les déclarations. Je vais déclarer M et N, donc les dimensions de la matrice. M, c'est le nombre de lignes, et N, le nombre de colonnes. Et puis IJ, c'est pour parcourir les lignes et les colonnes. Comme vous le savez, si on traite une matrice, on aura besoin d'utiliser deux boucles. La première boucle pour parcourir les lignes et la deuxième boucle pour parcourir les colonnes. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de nous donner le nombre de lignes, maximum par exemple 50, et puis nous allons lire le nombre de lignes et le mettre dans la variable M. Okay? La même chose pour le nombre de colonnes. On va demander le nombre de colonnes et le sauvegarder dans la variable N. Ça marche? Donc pour le moment, on a lu les dimensions de la matrice. Et puis, on va déclarer la matrice. Voilà, int A, M, N. Okay? A, c'est une matrice d'entier qui contient M lignes et N colonnes. Ensuite, on va maintenant remplir la matrice. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser deux boucles. La première boucle pour parcourir les lignes. Regardez ici, on a le M, c'est-à-dire on va parler des lignes. Et la deuxième boucle, on va parler des colonnes. N. OK? M et N. Puis, on va demander à l'utilisateur de nous donner la valeur qui se trouve dans la position IJ. Et puis, on va la lire et la mettre dans l'adresse de A, IJ. OK? Donc, comme tout à l'heure, avec les vecteurs, on a mis l'adresse de T, de I. Avec les matrices, on va mettre l'adresse de A et J, puisqu'on a deux paramètres I et J. La même chose pour l'affichage. Si on souhaite afficher les valeurs de la matrice, donc on va utiliser les deux boucles I pour parcourir les lignes, J pour les colonnes, et après, on va faire l'affichage des valeurs. Donc là, on va mettre A et J directement. D'accord? Pour accéder à la valeur. Avec l'adresse, on accède aux adresses mémoire. Alors maintenant, si on souhaite utiliser les pointeurs, donc si on souhaite lire les éléments d'une matrice et les afficher en utilisant les pointeurs. Donc regardez ici, je vais bien sûr, pour traiter les pointeurs, ou bien traiter une matrice avec les pointeurs, je dois bien sûr déclarer un pointeur. Et ce pointeur-là doit être du même type que les variables de la matrice. Donc, puisque ma matrice est de type int, donc je vais déclarer le pointeur de type int. Donc, int étoile pt. Ça, c'est la déclaration. Et après, je vais initialiser le pointeur à l'adresse de la première case de la matrice. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc pour l'initialiser, je vais mettre reçoit l'adresse de A00. Ou bien je peux écrire pt égale à l'adresse de 0. Les deux écritures sont équivalentes. Donc là, j'ai déclaré le pointeur et je l'ai initialisé à l'adresse de la première case de la matrice. Alors maintenant, je peux bien sûr, après avoir fait la déclaration
du pointeur et j'ai fait la liaison entre le pointeur et la première case de la matrice, maintenant je peux lire ou bien remplir la matrice en utilisant le pointeur. Alors pour le faire, on va utiliser bien sûr les deux boucles I et J les, pour parcourir les lignes et les colonnes de la matrice. Et puis je vais demander à l'utilisateur de me donner la valeur ou bien l'élément qui se trouve dans la I et Jm position. Et je vais le lire et le mettre dans PT plus I multiplié par N plus J. Donc, l'écriture, on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà, c'est cette écriture-là. P plus I multiplié par N plus J. Donc, cette écriture veut dire que je vais accéder à l'adresse mémoire de A et J. OK? P plus I multiplié par N plus J. Cette écriture me permet d'accéder à l'adresse mémoire de la position I et J de la matrice. D'accord? Donc là aussi, je vais mettre PT, le pointeur, plus I multiplié par N plus J. Donc là, je vais accéder à l'adresse mémoire de la position IJ et mettre la valeur que l'utilisateur vient de saisir. OK? Ça, c'est l'opération du remplissage de la matrice. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est l'affichage des éléments de la matrice. Donc, comme tout à l'heure, j'ai déjà fait la déclaration et l'initialisation du pointeur. Donc là, je vais faire l'utilisation directe. Donc, je vais utiliser les deux boucles de I et J. Et puis, pour afficher, je vais utiliser la même formule, PT plus I multiplié par N plus J. Mais cette fois, je vais la précéder par un étoile. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si on utilise la formule directement, là, on parle de l'adresse mémoire. Si on précède la formule par un étoile, là, on parle de la valeur. OK? Donc, on l'utilise pour scanf et celle-là pour printf. D'accord? Parce que dans printf, on utilise la valeur. Et dans scanf, on utilise l'adresse mémoire. Donc, regardez ici, dans scanf, on a utilisé le pointeur directement. Là, on parle de l'adresse mémoire. Et là, on a précédé la formule par un étoile pour dire qu'on parle de la valeur. On souhaite afficher la valeur qui se trouve dans la position IJ de la matrice. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la partie des matrices? Voilà, il y a une question ici. Est-ce qu'on peut faire aussi P reçoit A de 0, 0? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Alors, lorsqu'on écrit A de 0, 0, je vais l'écrire ici. Si on écrit A 0, alors lorsqu'on écrit A de 0, 0, ça veut dire qu'on parle de la valeur. OK? La valeur qui se trouve dans la matrice. Mais lorsqu'on écrit comme ça, là, on parle de l'adresse mémoire. Lorsqu'on fait P reçoit si on écrit P reçoit A de 0, 0, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que P c'est un pointeur de type int étoile et A de 0, 0 de type int. Donc je ne peux pas affecter un entier à un pointeur. Les deux variables doivent être du même type. C'est pour cette raison, je dois mettre ici l'adresse. Parce que là, son type c'est int étoile. Et P, int étoile aussi. Donc l'affectation est juste maintenant. Mais si j'enlève l'adresse, maintenant c'est faux. Je ne peux pas faire ça, c'est faux. Elle dit, cette écriture est fausse. Madame n dans la formule désigne le nombre total de colonnes. Oui, voilà. Donc ce n-là, c'est le nombre total de colonnes. Voilà, c'est le nombre total de colonnes. Regardez pour le n, c'est en fait cette écriture-là, elle me permet de parcourir toutes les lignes ainsi que toutes les colonnes. Donc si on revient à... Voilà.
Alors, regardez, pour le n, on doit la multiplier par i. Donc, si i, par exemple, dans la boucle, si i est égal à 0, donc cette partie-là va être annulée. OK? Donc, même si vous avez toujours la formule, dans la formule, vous avez le n, ça ne veut pas dire, par exemple, vous avez n est égal à 5, donc 5 doit toujours figurer dans la formule. Non. En fait, si vous avez le i égal à 0, donc cette partie va être annulée. Donc, vous aurez uniquement p plus j. D'accord? Et si vous avez, par exemple, i égal à 1, donc là, vous allez multiplier le n par 1. D'accord? Si vous avez i égal à 2, donc vous allez passer à la troisième colonne. D'accord? Donc, le n il peut être annulé si i est égal à 0. Alors, voilà une autre question. Euh, une étudiante n'a pas compris P égale AA de 0. Voilà. Donc, l'écriture veut dire, alors si A est une matrice, il faut retenir ça. Si A est déclaré comme étant une matrice, cette écriture-là veut dire que P va être initialisé à l'adresse de la première case de la matrice. Donc, l'écriture, elle a cette signification si A est une matrice. Si A est un vecteur, donc l'écriture, elle est fausse. D'accord? Donc, on a déjà écrit celle-là. PT reçoit A de 0. Donc, l'écriture, elle a une signification uniquement si A est une matrice. Si A est déclaré comme un vecteur, cette écriture-là est fausse. OK? Et cette écriture-là veut dire que je vais initialiser le pointeur P à l'adresse de la première case de la matrice. C'est équivalent à celle-là. Voilà. A de 0 est équivalente à l'adresse de A00. Je reprends seulement si A est une matrice, est déclarée comme une matrice. Si elle est déclarée comme un vecteur, cette écriture-là est fausse. Alors, on pourra écrire printf t plus i plus j au final ou n. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit cette écriture. Printf, pourcentage d, donc ça, il parle de l'affichage. Donc, étoile, t plus i plus j. Mais il y a une partie qui manque. Ce qui manque, c'est n. Donc, pour écrire de la formule, il faut absolument respecter cette syntaxe. Donc, la syntaxe, il faut la respecter. Il faut avoir le pointeur de la première case de la matrice, l'indice i, c'est-à-dire la ligne qu'on est en train de traiter, le n, c'est-à-dire le nombre de colonnes qu'on a dans cette matrice, et j, c'est l'indice de la colonne qu'on est en train de traiter. D'accord? Donc, l'écriture a dit, il lui manque le n, i multiplié par n. Pour cela, on doit enlever parenthèse. Donc là, on parle de la valeur. Et pourquoi les deux? Donc, le t, c'est quoi? Donc, la question n'est pas vraiment complète. Donc, le t, c'est le tableau ou bien c'est la matrice? Est-ce que tu veux dire t par a? Est-ce que tu veux dire avec le t, c'est le a?
Donc, بالنسبة لهاد l'écriture هادي, elle est fausse. Donc, si tu veux dire par A, comme ça, donc il faut d'abord faire un cast sur le A. Donc, أنا ما بغيتش نهضر لكم على الcast d'abord parce que c'est غادي يدوخكم encore plus. Donc, pour récapituler, voilà, باش نعطيكم l'idée principale. Pour traiter les matrices, donc, خصني déclarer la matrice هو الأول. Au début, je dois déclarer la matrice, voilà. Int A, N, M, N, c'est-à-dire, par exemple, on a déclaré une matrice d'entier. Ensuite, je vais déclarer un pointeur qui doit être du même type que la matrice. Si la matrice est de type int, donc le pointeur aussi. Donc, après la déclaration du pointeur, je dois l'initialiser à l'adresse de la première case de la matrice. Donc, pour faire cette initialisation, je dois soit le faire via cette écriture-là, ou bien avec celle-là. ولكن هاد l'écriture sont juste uniquement si j'ai déjà fait la déclaration de A comme une matrice. Si j'ai déclaré A comme un vecteur, cette instruction-là va être fausse. D'accord? Donc, c'est comme si vous avez un ensemble d'instructions. Je ne peux pas, par exemple, dire que la troisième instruction est fausse, alors que par exemple, est juste, alors que la première est fausse. Donc, même je ne peux pas aller à la troisième instruction si la première n'est pas juste. Donc, la première doit être vérifiée, c'est-à-dire j'ai déclaré une matrice d'entier. Deuxième étape, j'ai déclaré le pointeur. La troisième étape, c'est l'initialisation du pointeur. Donc, les trois instructions doivent être réalisées dans l'ordre. Je ne peux pas mettre l'initialisation où je n'ai pas encore fait la déclaration de la matrice. D'accord? Deuxième point, comment accéder aux différentes positions de la matrice. Donc, pour accéder aux différentes cases de la matrice, il y a cette formule à retenir. Donc, si je souhaite accéder à la position IJ, voilà la formule. Donc, je fais PT, c'est le pointeur que j'ai déclaré et que j'ai initialisé à l'adresse de la première case de la matrice. Après, je vais lui ajouter plus l'indice I multiplié par le nombre de colonnes, plus J. Alors, si je veux accéder à l'adresse mémoire, donc je vais mettre la formule comme ça. Sans étoile, sans rien du tout. C'est-à-dire le pointeur plus I multiplié par N plus J. Mais si je souhaite accéder à la valeur qui se trouve dans la position IJ, dans ce cas-là, je vais précéder la formule par un étoile. D'accord? Donc la question que votre collègue a posée concernant si je veux mettre ici le A. Alors regardez ici. Si je veux mettre le A dans la formule, c'est possible, je peux le faire. Je dois faire des modifications parce que le A, il est de type int. Là, je traite des pointeurs, donc je dois faire un cast pour qu'il devienne de type int étoile, un pointeur sur un entier. Je ne voulais pas vous parler de ça pour ne pas vous perdre. Si vous voulez utiliser le nom de la matrice A, donc vous devez mettre int étoile avant. Vous devez faire le cast sur le A pour qu'il devienne de type pointeur. Après, vous pouvez utiliser la formule. D'accord? La même chose ici. Donc, je vais garder la même formule et précéder le tout par un étoile pour pouvoir accéder à la valeur. Donc, lorsque j'ai un pointeur, si je souhaite accéder à la valeur, je vais le précéder par un étoile. D'accord, je vais voir si j'ai des questions ici. Madame, cast sert à forcer la variable à changer de type, oui ou non? Oui. Alors, il y a une question. Est-ce que le cast sert à forcer la variable à changer de type, oui ou non? Oui. Le cast sert à forcer une variable à changer de type. Pourquoi l'accolade au niveau de la lecture de la matrice n'est pas la même que celui de la lecture? Car pour l'affichage, nous avons l'accolade au niveau de la boucle de I. L'accolade au niveau de la boucle de I. Ah, les accolades. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que cela dépend du nombre d'instructions. Regardez, dans la boucle for de I, j'ai uniquement la boucle for de J, c'est-à-dire j'ai une seule instruction.
Si j'ai une seule instruction dans une boucle, ce n'est pas la peine de faire les accolades. D'accord? Je peux la faire si je veux, mais je ne suis pas obligée de mettre les accolades. Par contre, de la boucle de J, combien d'instructions j'ai? J'ai 2 instructions à l'intérieur de la boucle de J. Donc là, je suis obligée de mettre les accolades. Mais je peux les mettre, ce n'est pas un problème. Donc je peux ajouter ici des accolades. D'accord? L'écriture, elle est juste. Il y a de l'accolade de le I, elle n'est pas nécessaire du moment que à l'intérieur de la boucle de I, j'ai une seule boucle J. D'accord? Dans la boucle J, je dois mettre les accolades parce que j'ai 2 instructions. J'ai le printf et le scanf. D'accord? Alors, pour l'affichage. Voilà, pour l'affichage, je suis obligée de mettre l'accolade de la boucle de I. Pourquoi? Parce que dans la boucle de I, j'ai 2 instructions. J'ai la boucle for de J et j'ai ainsi le printf. Donc, pourquoi j'ai ajouté ici le printf anti/n? C'est pour, à chaque fois que je termine l'affichage d'une ligne, je vais retourner à la ligne suivante. Par exemple, si je compte, par exemple, j'ai une matrice qui a 1, 2, 3, puis je retourne à la ligne, je vais mettre ici un exemple, 1, 2 et 3, puis j'ai 4, 5 et 6. Donc, j'ai ajouté le printf anti/n, c'est pour cette raison. Lorsqu'il termine l'affichage des éléments d'une ligne, il va retourner à la ligne. Ok, voilà la première ligne de la matrice. Une fois terminée, il va retourner à la ligne pour passer à la deuxième ligne. Pour i égale à 1. Donc là, pour l'accolade de i, je l'ai ajoutée, elle est nécessaire, elle est obligatoire. C'est uniquement pour l'affichage, c'est obligatoire pour les traitements. C'est uniquement pour soigner l'affichage, pour que l'affichage de la matrice soit bien soigné. C'est-à-dire, je vais afficher la première ligne de la matrice, je vais retourner à la ligne, et puis afficher la deuxième ligne de la matrice, puis retourner à la ligne, afficher la troisième ligne, etc. Donc, on a dit, regardez la ligne 1. Donc, à l'intérieur de la boucle de I, j'ai la boucle de J et j'ai le printf qui sont sur la même longueur. Okay? Et à l'intérieur de la boucle for de J, j'ai une seule instruction. Donc, je ne suis pas obligée de mettre l'accolade. Je peux la mettre si je veux, mais je ne suis pas obligée de la mettre. Je dis une seule instruction. OK? Voilà. Est-ce qu'on peut faire étoile P1 plus étoile P2? Est-ce qu'on peut faire étoile P1 plus, donc quelqu'un a écrit. Est-ce qu'on peut écrire cette instruction? Étoile P1 plus étoile P2. La question qui se pose, pour quelle raison je vais écrire étoile P1 plus étoile P2? Pour quelle est la question à laquelle je souhaite répondre si je fais étoile P1 plus étoile P2? Je ne vois pas pourquoi je vais faire une telle instruction. Maintenant, j'ai l'adresse mémoire ديال واحد la case, وعندي l'adresse mémoire d'une autre case. Pourquoi je vais faire la somme ديال هذيك la case الاولى avec la case الثانيه? Pour quelle raison? شنو الهدف؟ C'est pourquoi? مادام في واحد التمرين في سميتو في التقويم كانت عندنا هي ماشي اطوال بي ان، هي راه اطوال بي ان بلس اي فوا ان بلس جي بلس اطوال عاوتاني بي ان نيت بلس، المهم كتغير الجي و اي. كنافكتيها لواحد لاكاز، وفاش جربت هاد لانستركسيون ما بغاش تخدم. Voilà, c'est quel exercice هذا؟ C'est quel exercice? ما عقلتش بالضبط، ديال باسكال كنظن. Alors là, c'est comme si j'accède. Attendez, peut-être j'ai compris.
Voilà, je vais vous donner un exemple. Alors, supposons que j'ai int étoile P1, virgule, étoile P2. J'ai déclaré 2 pointeurs. Après, je vais déclarer un entier A que je vais initialiser. Je vais lui donner par exemple la valeur 1. Et puis B que je vais initialiser à la valeur 2. Ensuite, je vais mettre P1 égale à l'adresse de A. Et puis P2 égale à l'adresse de B. OK? Alors, si je fais, par exemple, int C égale. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai déclaré 2 pointeurs, P1 et P2. Puis, j'ai déclaré 2 variables entières, A et B, que j'ai initialisées à 1 et 2 respectivement. Ensuite, j'ai fait la liaison entre le pointeur P1 et la variable A. Et puis, le pointeur P2 et la variable P. OK? Alors, lorsque je fais int C égale à étoile P1 plus étoile P2, ça veut dire quoi? C'est comme si je fais C, reçoit, donc étoile P, étoile P1, c'est équivalent à A, plus étoile P2, qui est équivalente à B. Donc c'est comme si je fais C reçoit A plus B, qui est égal à 1 plus 2, qui est égal à 3. OK? Donc, dans le cadre de variables séparées, donc cette écriture, elle a un sens. Mais si je travaille avec les matrices ou bien avec les vecteurs, je ne vois pas comment je peux faire P1, l'étoile P1 plus étoile P2. Parce que dans les vecteurs et dans les matrices, ça n'aura pas de sens. Alors pour moi, cette question, bien cette instruction-là, elle a un sens si j'ai deux variables P1 et P2 séparées. Chaque variable, elle est quelque part sur la mémoire. Chacune, elle pointe sur une variable différente. Et si je fais la somme des deux pointeurs, des valeurs des deux pointeurs, c'est comme si j'accède à A plus B. OK? Donc c'est ça la signification que je peux vous donner, mademoiselle. D'accord, madame. مدام يعني بدك تسمعنا ندير A de IG plus اي جات بدله بليس عاوتاني ا دو اي موان زان جي موان زان هكا نستخدم داك لاكولا ديال اي و جي منكنش نستخدم هاد لا فورمول ديال نجمع بي تي بلس ان بلس بلس اي فوا ان بلس جي. J'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu peux l'écrire? مدام في باسكال دابا حنا باش نديرو واحد الكاز كنديرو باش كنحسبو ديك الكاز كنديرو داك اللي فوق منها زائد داك اللي حداه. Oui, oui. وانا بغيت نحسبها يعني ديك ديال دابا ديك لاكاز اللي انا فيها هي ا دو اي جي. Normalement, tu dois faire I-1, J-1, I-1 normalement. Si tu veux calculer la position. نكالكولوها بأ ندير ديك لي زاكولاد و أ أما هاد لا فورمول ديال نجمع بي تي بلس داكشي ما. Non, voilà. Donc en général, avec les matrices, c'est cette formule que vous allez utiliser, celle-là. OK? La formule liée, le pointeur plus I multiplié par N plus J. C'est ça la formule qui va vous aider pour traiter les matrices avec les pointeurs. OK? Donc essayez de retenir la formule, ça va vous faciliter la tâche. D'accord? Donc on va passer maintenant à l'allocation dynamique de la mémoire. Donc je vais juste vous donner un petit rappel
sur les 4 fonctions de l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, je suis directement les noms d'Yolhom. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message. For i égale à 2 et inférieur à nana. La valeur, oui. Oui, c'est juste. C'est juste, monsieur. Voilà, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Alors, pour les fonctions de l'allocation dynamique de la mémoire, ils sont au nombre de 4. Donc, la première fonction, c'est malloc. Donc, cette fonction malloc, elle demande en entrée un seul paramètre. C'est le nombre d'octets que je souhaite allouer. Donc, l'allocation de la mémoire, je ne. Donc, l'idée derrière l'allocation de la mémoire, c'est que c'est au moment de l'exécution de mon programme que je vais réserver un emplacement mémoire pour une variable. Ok, c'est dans l'exécution, c'est au cours de l'exécution que je vais allouer de la mémoire. C'est-à-dire, si l'utilisateur a besoin d'un nouveau espace, il va l'allouer au moment de l'exécution. C'est-à-dire, je ne sais pas a priori, par exemple, si je déclare un tableau, donc au début, je vais préciser la taille. Je vais dire que je vais déclarer un tableau qui va contenir 5 éléments. Donc, je vais allouer la mémoire pour 5 éléments. Mais supposons que en tant qu'utilisatrice, je ne sais pas combien de cases je vais allouer pour un tableau. Par exemple, pour le moment, j'ai besoin de 5, mais je ne sais pas, peut-être dans 10 jours ou bien dans une année, j'aurai besoin de 100 cases. Donc là, si je ne suis pas sûre, bien c'est pas sûr, je ne suis pas, je ne connais pas maintenant le nombre exact de cases que je vais utiliser. Donc, pour rendre le nombre de cases flexible en fonction du besoin de l'utilisateur, donc, je vais utiliser quelques fonctions qui me permettent d'allouer la mémoire de manière dynamique au cours de l'exécution. Si par exemple, dans mon programme, j'aurai besoin d'un nouveau espace, donc je vais l'allouer. D'accord? C'est-à-dire, avec l'espace que je vais allouer maintenant, c'est-à-dire que je vais utiliser maintenant, je ne le connaissais pas avant. C'est-à-dire, en fonction du besoin, je vais allouer la mémoire pour mes variables. Donc, voilà la première fonction, c'est malloc. Alors, cette fonction malloc, elle demande en entrée un seul paramètre, qui est le nombre d'éléments qui se trouvent, bien, le nombre d'éléments que je souhaite allouer. Par exemple, si je souhaite allouer la mémoire pour un entier, donc je vais mettre ici size of int, c'est-à-dire la taille d'un entier. Ou bien, si je connais la taille d'un entier, je peux mettre malloc entre parenthèses 4. OK? Encore une fois, si par exemple je souhaite allouer la mémoire pour un flottant, je peux mettre malloc size of floats. Si je souhaite allouer la mémoire pour un char, pour un caractère, je vais mettre malloc size of char. Donc là, à l'intérieur de la fonction malloc, je vais mettre le nombre d'octets que je souhaite allouer. Si je connais le nombre a priori bien exact, je peux le mettre directement comme 4, 8, 10 ou autre. Si je ne le connais pas, je peux demander au compilateur, avec la fonction sizeOf, je peux lui demander de chercher la taille nécessaire pour ce type de variable et il va m'allouer l'espace nécessaire. D'accord? Et cette variable, bien sûr, elle retourne une variable de type char étoile, c'est-à-dire un pointeur sur un caractère. D'accord? La deuxième fonction s'appelle calloc. La même chose pour cette fonction, elle aussi, elle permet d'allouer la mémoire pour un tableau. Donc, malloc, généralement, elle est utilisée pour allouer la mémoire pour un seul espace mémoire. Et pour calloc, elle est plutôt destinée pour allouer la mémoire pour un tableau. Elle peut aussi travailler pour un seul espace mémoire, mais elle est surtout destinée pour les tableaux. Donc, nous allons voir après avec un exemple qu'on peut, si on souhaite utiliser un seul espace mémoire, on utilise malloc, c'est le plus facile. Et si on veut utiliser les tableaux, il serait plutôt facile d'utiliser la fonction calloc. Alors, la fonction calloc demande en entrée 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de blocs ou bien le nombre de cases que j'ai dans le tableau. Et le deuxième paramètre, c'est la taille de chaque case.
Par exemple, si je souhaite allouer la mémoire pour un tableau d'entiers, par exemple qui contient 5 entiers, donc je vais mettre dans le premier paramètre 5 et dans le deuxième paramètre, je vais mettre size of int. Okay? Donc là, je vais mettre le nombre d'éléments ou bien le nombre de cases dans le tableau et le deuxième paramètre, c'est la taille de chaque case. Donc, puisque mon tableau contient des entiers, donc chaque case est de type int, donc size doit être size of int. D'accord? Et puis, il y a le troisième fonction, c'est la fonction realloc. Realloc, comme son nom l'indique, RE veut dire réallocation. C'est-à-dire je vais changer l'allocation que j'ai déjà fait avant. Par exemple, j'ai alloué un espace mémoire pour un tableau de 5 cases et puis je me suis rendu compte que ces 5 cases ne sont plus suffisantes. Je veux allouer 10 cases. Donc là, je vais utiliser la fonction realloc qui va réallouer l'espace mémoire pour le nouveau tableau. Alors, cette fonction-là demande deux paramètres en entrée. Le premier, c'est l'ancien bloc ou bien le pointeur sur le premier espace mémoire qui n'est pas suffisant pour le moment. Et puis, le deuxième paramètre, c'est la nouvelle taille. Donc, avant, j'avais 5 cases. Maintenant, je vais avoir 10 cases. OK? Et puis, Madame, oui, par exemple, si on a des tailles différentes dans un seul tableau, par exemple, par exemple, les trois premières cases, on a euh, une taille de 4 octets et les deux dernières cases, on a une taille de 8 octets. en fait, là, c'est comme si on parle de structure, n'est-ce pas? Oui, Voilà, alors dans les structures, on ne peut pas utiliser un tableau, on utilise plutôt les listes chaînées. OK? d'accord. Donc ça va Merci. pas, je vous en prie. Alors pour la quatrième fonction, c'est la fonction free. C'est la fonction free qui permet de libérer un espace mémoire que j'ai déjà alloué avec soit malloc, calloc ou bien realloc. Donc, si j'ai déjà fait l'allocation de la mémoire avec calloc, malloc ou bien realloc, je peux libérer cet espace mémoire avec free. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples. Comme ça, vous allez... je ne voulais pas entrer dans les détails pour ces 4 fonctions, mais on va les voir plutôt dans des exemples. Alors, dans un tableau d'éléments, on a le même type. Oui. Alors, s'ils ont le même type, oui, je peux faire realloc sans problème. Alors, voilà un exemple de l'allocation dynamique de la mémoire qui permet de remplir et d'afficher les valeurs d'un tableau. Alors, regardez ici, donc je vais déclarer un pointeur PT de type short. OK, short est codé sur 4 octets. Puis, je vais déclarer deux entiers. N, c'est la taille de mon tableau, et I, c'est un indice qui me permet de parcourir les différents éléments de mon tableau. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur d'entrer la taille de mon tableau. Donc, je vais la lire et la mettre dans la variable N. Et après, je vais allouer la mémoire pour mon tableau. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour allouer la mémoire, je peux soit utiliser la fonction malloc ou bien la fonction calloc. Donc, les deux peuvent faire l'affaire. Mais la mieux appropriée, puisque je vais traiter un tableau, la mieux appropriée, c'est la fonction calloc. Pourquoi calloc? Parce qu'elle contient déjà deux paramètres. Il est déjà destiné pour traiter les tableaux. Donc, il y a le premier paramètre, c'est le nombre d'éléments que je vais avoir dans mon tableau. Donc, j'ai déjà lu le nombre d'éléments, c'est n. Et puis, le deuxième paramètre, c'est la taille de chaque case. Donc, puisque mon tableau contient des variables de type short, donc je vais choisir ici, dans le deuxième paramètre, size of short, c'est-à-dire le compilateur va me chercher la taille d'un short pour allouer la mémoire à mon tableau. D'accord? Ça, c'est la fonction calloc. Si j'utilise malloc, donc là, j'ai un seul paramètre dans lequel je vais mettre le total de tout, c'est-à-dire l'espace global. C'est-à-dire, je vais prendre le nombre d'éléments multiplié par size of short.
Donc là, si j'utilise Emalog, Emalog demande un seul paramètre d'entrée. Donc je vais lui donner la somme des octets nécessaires pour le tableau. Donc je vais mettre n éléments et chaque élément est de type short, par exemple 4. Donc 4 fois n, c'est le nombre total. Donc je vais le mettre à l'intérieur de Emalog. Sinon, si je souhaite utiliser Calog, donc je vais mettre les deux paramètres de manière séparée. Je vais mettre d'abord le n, le nombre d'éléments, virgule, et puis la taille d'un short. D'accord? Donc maintenant, on va passer la valeur de retour. Donc pour Emalog et Calog, ils retournent des valeurs. Donc pour Emalog, ils retournent char étoile. Et pour Calog, ils retournent une valeur de type void étoile. Okay? Ce sont deux types pointeurs. Donc pour le pointeur PT, il est de type short étoile. Donc puisque je vais affecter le résultat à une variable de type short étoile, donc je dois faire le cast. Comme votre collègue a dit tout à l'heure, je dois forcer le résultat de Emalog à devenir de type short étoile pour que je puisse le mettre dans PT, qui est de type short étoile. La même chose pour Calog. Donc je vais forcer la valeur de retour de Calog à devenir de type short étoile pour que je puisse la mettre dans la variable PT, parce que PT est de type short étoile. Ok? Après l'allocation de la mémoire, donc une chose que vous devez retenir, c'est que l'allocation de la mémoire, elle peut réussir comme elle peut échouer. Par exemple, des fois, on peut demander au compilateur de nous réserver un très grand espace mémoire, chose qui n'est pas possible pour notre machine. Par exemple, des fois, il se peut que la machine ne soit pas très performante et il n'y a pas assez d'espace. Et nous, en tant qu'utilisateur, on lui demande de réserver un très grand espace, chose qui n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, l'allocation de la mémoire va échouer, c'est-à-dire le résultat de Emalog ou bien Calog va échouer. C'est pour cette raison, on va faire un test. On va lui dire, est-ce que le résultat de PT, est-ce qu'il est égal à nul? Donc, si PT est égal à nul, ça veut dire que l'allocation de la mémoire a échoué. Parce que la fonction Emalog et Calog retournent nul si les deux fonctions n'arrivent pas à faire leur travail. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à allouer la mémoire. D'accord? Alors, s'il échoue dans l'allocation de la mémoire, la valeur de retour de Emalog ou bien Calog ou bien Realog va être égale à nul. Et dans ce cas-là, s'il est égal à nul, on va aviser l'utilisateur, on va lui dire que la mémoire, elle n'est pas disponible, puis on va sortir de la fonction. Okay? Parce que si on n'arrive pas à allouer la mémoire pour le pointeur, donc on ne peut pas remplir le tableau après ou bien afficher son contenu. Donc ce n'est pas la peine de poursuivre le traitement, parce que tout ce qui va venir après va se baser sur le pointeur. D'accord? Alors maintenant, si l'allocation de la mémoire a réussi, il n'y a aucun problème, tout marche bien. Maintenant, on peut remplir notre tableau. Voilà, on va utiliser la boucle for i allant de 0 jusqu'à n, puis on va remplir notre tableau. Regardez, pt plus i, il n'y a pas d'étoile, donc là, pt plus i, ça veut dire on va accéder à l'adresse mémoire de la valeur, pardon, l'adresse mémoire de la variable. Ensuite, on va afficher. Alors pour l'affichage, là aussi, on va utiliser la boucle et la même formule, pt plus i, mais on doit la précéder par un étoile pour accéder à la valeur qu'on va afficher sur la console. D'accord? Alors une fois rempli le tableau, puis affiché son contenu, donc si on a terminé les traitements sur notre tableau, on peut libérer l'espace. Okay? Donc le free pt, on l'a fait toujours à la fin, c'est-à-dire à la fin de tous les traitements qu'on souhaite faire. C'est-à-dire si on souhaite faire des ajouts, des tris ou autres, donc on laisse free pt à la fin des traitements. L'objectif, bien sûr, c'est de libérer la mémoire pour que l'espace mémoire ne soit pas saturé. Voilà. Alors, est-ce que Realog écrase l'ancien élément de tableau? Voilà, donc là, une question assez intéressante, c'est Realog. Alors, est-ce que Realog écrase les anciens éléments du tableau? Non. Alors, si on fait Realog, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va allouer un nouveau espace mémoire plus grand que l'ancien, ok? Et il va copier toutes les valeurs qui se trouvaient dans l'ancien pointeur, il va les copier dans le deuxième. D'accord? Donc, il n'y a pas de perte d'information.
Lorsqu'on fait Realloc, c'est comme si on lui dit cherchez-moi un espace plus grand et mettez-y toutes les valeurs qui se trouvent dans l'ancien, par exemple, l'ancien tableau. Voilà, voilà ce qu'il fait. Il va chercher un espace plus grand, copier toutes les valeurs dans ce nouvel espace, et puis il va changer ce nom. Il va écraser l'ancien nom, bien l'ancien espace, et renommer le nouveau espace par le nom qu'on a donné au début. Et en tant qu'utilisateur, on ne va pas se rendre compte qu'il y a un changement. Le nom de la variable est toujours le même, il n'y a pas de perte d'information ni de changement de nom. D'accord? Oui, voilà. Est-ce que l'allocation conserve les éléments? Donc, la réallocation. Est-ce que tu veux dire la réallocation? Donc, la réallocation, voilà. Donc, il y a le cas. Alors, et là, supposons que j'ai un tableau qui contient 5 éléments. Et j'ai fait la réallocation et j'ai choisi un espace plus petit. Par exemple, j'ai un tableau qui contient 5 éléments et tout le tableau est rempli. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait realloc et j'ai réservé un espace plus petit. Par exemple, j'ai réservé 3 cases pour le tableau. Donc là, c'est bien sûr, donc les 2 cases qui restent vont être perdues. Donc les informations que j'ai dans les 2 cases, c'est-à-dire la 4e et la 5e case, vont être perdues. Donc la conservation des données dépend de l'espace que je vais allouer. Si je vais allouer un espace plus grand, donc les informations sont intactes. Ça veut dire qu'ils sont conservés. Si, par contre, je réserve un espace plus petit, donc Naya, si par exemple l'ancien espace il est saturé, par exemple j'ai 5 éléments dans le premier tableau et tous il est plein et je réserve un autre tableau de 3 éléments, donc là je suis sûre que je vais perdre des informations. Supposons par exemple un tableau qui contient 5 éléments, mais j'ai uniquement 3 cases qui sont pleines, les 2 autres sont vides. Et je fais la réallocation vers un tableau qui contient 3 éléments seulement. Donc là, je n'ai pas de perte. Donc la perte d'information dépend principalement est-ce que j'ai des données dans l'ancien espace que je n'arrive pas à mettre dans le nouveau espace. Donc c'est conditionnel. Mais en général, l'idée générale, c'est on passe d'un espace plus petit à un espace plus grand. Donc l'idée qui n'a pas de risque, c'est le fait de passer d'un espace plus petit vers un espace plus grand. Comme ça, on évite de perdre des informations. Même si la même chose pour les castes, si on fait des castes aussi, il faut toujours passer d'un type plus petit vers un type plus grand. Voilà, donc oui, je parle dans le cas. Voilà, donc si on ajoute d'autres éléments et on n'arrive pas à trouver des cases pour les mettre, pour les ajouter, des cases vides pour ajouter ces nouveaux éléments, donc on va toujours perdre des informations. Ok? Donc, vous devez vous mettre dans la tête une idée assez importante, c'est que lorsque vous voulez changer d'espace mémoire, essayez de passer d'un espace plus petit à un espace plus grand. Voilà. C'est la manière la plus sécurisée pour ne pas perdre d'informations. Okay? Que ce soit l'allocation de la mémoire ou bien dans les castes, parce que les castes aussi, ça pose, c'est-à-dire le changement de type pose aussi des problèmes au niveau des castes. Donc, dans les castes, essayez toujours de passer d'un type plus petit, par exemple, passer d'un entier vers un double, ou bien d'un entier vers un long. Okay? Mais le fait de passer d'un long vers un entier, donc de 8 octets à 4 octets, là, il y a un problème. Vous risquez de perdre des informations. Donc, une de vos camarades a écrit cette instruction.
Elle a écrit ceci. Alors, si je fais int d reçoit int c. Donc, elle a dit, est-ce que je vais perdre des informations? En fait, je ne peux pas vous dire, vous allez perdre ou bien vous n'allez pas perdre, parce que cela dépend du type de la variable c. Alors, si c'est par exemple, il est de type char, elle est codée sur un seul octet, et je vais ensuite faire un cast pour qu'elle occupe 4 octets, donc là, il n'y a pas de problème, parce que je vais passer d'un type petit vers un type plus grand. D'accord? Il est qu'un de type char, il n'y a aucun problème. Il est qu'un de type, par exemple, short, aussi. Short, codé sur 4 octets. Donc, je vais coder aussi sur 4 octets. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Si, par exemple, C est de type long, donc un long int est codé sur 8 octets, donc là, il y a un problème. Parce que je vais passer de 8 octets à 4 octets. D'accord? Donc, je vais vous dire, est-ce que je vais perdre de l'information ou bien non? Cela dépend du type de la variable initiale. Est-ce que son type il est plus petit ou bien plus grand que le type de destination? D'accord? Le type destination ou int. Le type initial, c'est une chose. S'il est de type int ou bien char ou bien float ou bien autre, donc je dois voir... Et donc, pour éviter tout problème, il faut passer d'un type plus petit vers un type plus grand. Voilà, c'est ça la règle. D'accord? Donc maintenant, on va passer aux exercices. D'accord? Voilà, c'est bon. Une remarque de votre collègue, il faut toujours passer d'un type plus petit vers un type plus grand pour éviter la perte des informations. C'est très juste. Voilà, donc là, on va passer pour voir les exercices. Donc l'exercice numéro 2 du TP3. Donc, dans lequel on vous demande d'utiliser les pointeurs pour faire un programme complet qui permet d'allouer la mémoire pour le vecteur, pour afficher les valeurs du vecteur, modifier la valeur d'une position quelconque, puis rechercher si une valeur quelconque existe dans le vecteur, et puis la libération de la mémoire. Donc, il y a un enchaînement d'opérations que vous allez appliquer sur un vecteur. Donc, on va lire ensemble l'exercice. Donc, on vous demande d'écrire une fonction qui permet d'allouer la mémoire pour un vecteur d'entiers. Donc, ce vecteur contient des entiers. La taille d'ILO, sa taille, c'est dimension. Donc, n ou bien dimension, c'est la même chose. Puis, on va initialiser toutes ces valeurs à l'entier val. C'est-à-dire, notre vecteur va contenir, c'est-à-dire toutes les cases vont contenir une seule valeur. Une seule et unique valeur. Donc, le prototype de la fonction est int étoile allo vecteur étoile, int dimension int val. Alors, je vais vous montrer ici ce qui est demandé. Alors, on va demander à l'utilisateur de nous donner la dimension du vecteur. Dimension, c'est la variable dimension. Par exemple, il va nous donner la valeur 6. C'est-à-dire qu'il souhaite créer un vecteur qui contient 6 éléments. Et puis, on va lui demander de nous donner la valeur, adval. Par exemple, l'utilisateur a saisi 1. C'est-à-dire qu'il souhaite créer un vecteur qui contient 6 éléments et tous ces éléments-là vont contenir la valeur 1. D'accord? Donc, pour les paramètres d'entrée, j'ai ici int dimension, c'est-à-dire la dimension du vecteur, et puis la valeur que je vais mettre dans chaque case du tableau. Et pour la valeur de retour, je vais retourner int étoile. Donc là, je vais retourner un pointeur sur un entier, ou l'adresse mémoire du premier élément du vecteur. D'accord? Si j'accède à la première position du vecteur, je peux accéder à toutes les autres cases du vecteur. D'accord? Donc, Naya, je vais utiliser un vecteur dynamique. Ce n'est pas comme les tableaux ordinaires, par exemple T de 5 ou autre. En fait, là, je vais traiter ce vecteur-là en utilisant l'adresse mémoire de la première case. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je vais faire dans la première fonction, c'est l'allocation de la mémoire. Dans la deuxième procédure, je vais afficher le contenu de mon vecteur. Donc, cette fonction, bien cette procédure, demande en entrée le vecteur que je viens de créer et de remplir, c'est vecteur,
et puis la dimension. Donc, il faut retenir que dans toutes les fonctions d'affichage, dans toutes les fonctions d'affichage, il y a principalement deux paramètres. Il y a le nom du vecteur ou bien le nom de la matrice et les dimensions. Donc là, pour l'affichage, donc je vais afficher 6 valeurs. Donc, mon vecteur contient 6 valeurs et chaque valeur est égale à 1. D'accord? Voilà, j'ai 6, 1. D'accord? Donc, la première procédure va demander à l'utilisateur de donner la dimension du vecteur, aussi quelle est la valeur qu'il va mettre dans chaque case du vecteur. Et puis, pour l'affichage, dans la procédure d'affichage du vecteur, elle va afficher toutes les valeurs que j'ai déjà remplies dans la première fonction. Alors, pour la troisième fonction, elle permet de modifier. C'est-à-dire, je vais essayer d'accéder à une position ou bien à une case dans le tableau et changer sa valeur. D'accord? Alors, pour modifier vecteur, donc la fonction demande en entrée le vecteur dans lequel je souhaite faire une modification. Voilà, int étoile vecteur. Donc là, je parle toujours d'un pointeur. Deuxième paramètre, c'est l'indice de la case que je souhaite modifier. Par exemple, je souhaite modifier la valeur de la case, par exemple 0, 1, 2, 3. Donc, je vais préciser l'indice de la case que je souhaite modifier. Et la troisième paramètre, c'est la nouvelle valeur que je souhaite mettre dans le tableau. Par exemple, je vais demander à l'utilisateur de donner l'indice de la valeur que vous souhaitez modifier. Par exemple, je souhaite modifier la valeur qui se trouve dans la position 3 du vecteur. Voilà, 0, 1, 2, 3. Donc, cette valeur-là, je souhaite la modifier. Et là, je vais lui donner quelle est la nouvelle valeur qu'il souhaite mettre. Voilà, je vais mettre la valeur 5. Donc, je vais mettre la valeur 5 dans la case numéro 3. Voilà, donc après l'affichage, je vais voir la valeur 5 dans la troisième position. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté 3 fonctions. La première, c'est la fonction qui permet d'allouer la mémoire pour un vecteur. Deuxième, permet d'afficher les valeurs du vecteur. Et la troisième permet de changer la valeur d'une position ou bien d'une case dans le vecteur. Ensuite, il y a la fonction rechercher, c'est-à-dire je souhaite rechercher si une valeur x, par exemple égale à 5, égale à 2 ou autre, est-ce que cette valeur existe dans le tableau ou bien dans le vecteur. Alors, si elle existe, elle va retourner l'indice de la première occurrence. Donc, vous savez la première occurrence, par exemple, si j'ai une valeur qui se répète plusieurs fois dans le tableau, par exemple la valeur 2 qui se répète plusieurs fois, donc je vais retourner l'indice de la première fois qu'elle est citée, ou bien la première fois que j'ai rencontré la valeur 2. D'accord? Je vais retourner l'indice de cette première position. Par exemple, ici, si je souhaite rechercher la valeur 1, donc 1 se répète plusieurs fois. Donc, elle doit retourner la première occurrence, c'est-à-dire la première fois qu'il a trouvé le 1. C'est-à-dire qu'il doit retourner 0. D'accord? Alors, par contre, si la valeur n'existe pas, par exemple, je souhaite rechercher la valeur 2 n'existe pas dans le vecteur, donc la fonction devrait me retourner moins 1. Donc, moins 1 exprime que la valeur x recherchée ne se trouve pas dans le tableau. D'accord? Donc, voilà, je vais donner à l'utilisateur la valeur à rechercher, par exemple 1. Donc, il va me dire, voilà, la valeur 1 se trouve dans la position 0. Donc, il va me retourner la position de la première occurrence. Ça marche? Alors, après, on va passer à la libération de la mémoire. Donc, après avoir fait tous les traitements, donc on a fait l'allocation de la mémoire, on a affiché, on a modifié, on a recherché. Donc, après avoir terminé tous les traitements, maintenant, on peut, si on ne peut pas, on ne veut pas faire d'autres traitements supplémentaires, on peut libérer l'espace mémoire. Donc, pour le libérer, bien sûr, on va utiliser la fonction free. OK? Donc, la fonction libérer vecteur demande en entrée le vecteur que je souhaite libérer et puis sa dimension. D'accord? Et après l'affichage, il va me donner des valeurs aléatoires. D'accord?
Donc, on va passer pour voir chacune des fonctions. Alors, pour la fonction alloué vecteur, donc cette fonction demande deux paramètres en entrée, donc la dimension, c'est-à-dire la taille de mon tableau, et puis la valeur que je souhaite mettre dans le vecteur. Alors, je vais ici déclarer un pointeur pt, donc il va être de type int. Pourquoi? Parce que mon vecteur, si on revient à l'énoncé, voilà, mon vecteur contient des entiers. Voilà, je vais allouer la mémoire pour un vecteur d'entier. Donc, le vecteur que je souhaite créer est de type int. Donc, le pointeur, lui aussi, va être de type int. D'accord? Donc, je vais déclarer un pointeur pt de type int. Et là, je vais allouer la mémoire. Donc, il y a deux façons de le faire. Donc, il y a la fonction malloc, comme on l'a vu tout à l'heure, et il y a la fonction calloc. Donc, pour malloc, elle demande un seul paramètre en entrée. C'est la taille totale d'octets que je souhaite allouer pour tout le vecteur. Alors, la taille totale, c'est quoi? C'est la dimension, c'est-à-dire le nombre d'éléments multiplié par la taille de chaque case. OK? Donc, la dimension, par exemple 5, 6 ou autre, et puis je vais multiplier par la taille d'un entier, parce que mon vecteur contient des entiers. D'accord? Donc, je vais mettre le total, le produit du calcul, le produit en entrée de malloc, ou bien je peux utiliser la fonction calloc. Donc, avec calloc, je vais mettre deux paramètres. Donc, il y a le premier paramètre, c'est la taille, c'est-à-dire la taille de mon vecteur, c'est la dimension, c'est n. Et le deuxième paramètre, c'est la taille de chaque case. Donc, chaque case représente un entier. Donc, je vais mettre ici size of int. Donc, là, c'est comme si là, je mets les deux, je fais le produit des deux. Et là, je les sépare. Je mets d'abord la dimension et là, la taille de chaque case. D'accord? Les deux écritures sont justes. Pour lesquelles la calloc, elle est plutôt adaptée par rapport à malloc parce qu'elle est destinée plutôt au tableau. Alors, Naya, le cast, donc malloc et calloc. Donc, malloc retourne une variable de type char étoile, calloc de type void étoile. Donc, là, je dois faire le cast parce que le vecteur que je vais créer est de type pointeur sur un entier. Donc, il faut que la valeur de retour de malloc ou bien de calloc soit compatible avec la valeur ou bien le type de la variable vecteur. Alors, pour qu'il soit compatible, je dois appliquer un cast. Int étoile, int étoile. Et puis, je vais faire l'affectation. D'accord? Donc, avec cette instruction, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alloué un espace mémoire pour un vecteur, une variable vecteur, qui va contenir un certain nombre d'entiers. Le nombre d'entiers, c'est dimension. Ça, c'est la taille. La taille de mon tableau. Et size of int, c'est la taille de chaque case. Ça marche. Donc, pour le moment, j'ai fait l'allocation de la mémoire. Maintenant, l'étape qui suit, c'est le remplissage de mon tableau. OK? Et lorsque je fais l'allocation de la mémoire, donc mon tableau est vide. Ah oui, il n'y a rien. Maintenant, je vais le remplir. Alors, pour remplir mon tableau, donc je vais utiliser le pointeur que je déclarais tout à l'heure. Donc, pt, je vais l'initialiser à l'adresse de la première case du vecteur, comme on l'a fait tout à l'heure. Lorsqu'on a traité les vecteurs, on a fait p reçoit t. Alors, si vecteur ou bien t est un tableau, donc je peux mettre pt reçoit vecteur. Ou bien je peux vous écrire ici une autre écriture. pt reçoit l'adresse, pt reçoit l'adresse de vecteur de 0. Voilà, là on parle de la première case du vecteur. OK? Alors, on va initialiser le pointeur à vecteur, puis tant que l'adresse de pt est inférieure à vecteur plus dimension, donc si vous vous rappelez, tout à l'heure on a fait t plus n, donc c'est la même chose, vecteur plus dimension, ça ressemble à t plus n. J'ai uniquement changé les noms des variables. Et puis pt plus plus.
D'accord? Donc, cette boucle me permet de parcourir toutes les cases de mon vecteur. Et puis, maintenant, je vais remplir chaque case. D'accord? Alors, pour remplir chaque case, donc, je vais utiliser le pointeur PT. Je vais lui affecter la valeur, val, cette variable-là, en paramètre d'entrée. OK? Je vais prendre la variable et je vais la mettre dans PT. Donc là, j'ai précédé PT par un étoile pour dire que je vais parler de la valeur. OK? Si j'enlève le étoile, là, je parle de l'adresse mémoire. OK? Ça, c'est PT de type int étoile. Ça, c'est de type int, donc c'est pas possible. Donc, je vais mettre ici étoile pour dire que je vais parler de la valeur. Celle-là, elle est de type int et val aussi de type int. OK? Je vais affecter cette valeur à chaque case de mon vecteur. Et finalement, je vais retourner le vecteur après l'avoir rempli. OK? Je vais voir quelques questions. Est-ce qu'on peut utiliser int i pour parcourir? Oui, oui, c'est possible. Si on utilise le i, on ne va pas utiliser le pointeur. Utiliser i pour parcourir. Alors, donc la question de votre collègue, c'est est-ce qu'on peut utiliser i pour parcourir le vecteur? Oui, c'est possible. C'est possible d'utiliser le i. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas répondre à la question parce que dans l'énoncé, on nous a demandé d'utiliser les pointeurs. C'est-à-dire, l'idée principale, c'est d'utiliser les pointeurs pour faire les traitements souhaités. Voilà. Pour utiliser le i, oui, on peut utiliser le i pour remplir le vecteur. D'ailleurs, on l'a déjà fait avec l'exercice de tout à l'heure. Voilà, on l'a déjà utilisé ici, si vous vous rappelez. Pour remplir le tableau, on a fait PT plus i. Donc, c'est juste aussi. On a utilisé les pointeurs dans tout l'exercice. Si on utilise malloc, est-ce qu'on va trouver un problème ou non? Non, vous n'allez pas avoir de problème du tout. Donc, vous pouvez soit utiliser malloc ou bien calloc, c'est la même chose. Il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Les deux font l'affaire. La remarque, c'est qu'il y a des fonctions plutôt adaptées pour faire certaines tâches. Par exemple, pour les tableaux, il est plutôt adapté d'utiliser calloc. Voilà, c'est une préférence. Mais malloc, elle joue le même rôle. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut faire aussi faire? Est-ce qu'on peut aussi faire? Alors, PT. Alors, votre collègue a posé une question. Est-ce qu'on peut écrire PT égale l'adresse entre parenthèses étoile vecteur? En fait, je ne vais pas répondre à cette question maintenant, mais dans l'exécution de cet exercice, je vais vous le montrer. D'accord? Je vais vous montrer, je vais essayer de remplacer PT égale vecteur par l'adresse entre parenthèses étoile vecteur. D'accord? On va voir si ça marche. Une autre question, for i égale à 0, i inférieur à dimension i plus plus. Oui, c'est possible. Alors voilà une question. Voilà, est-ce qu'on peut écrire ça? Oui, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas utiliser les pointeurs. Voilà. C'est une solution, mais vous n'allez pas répondre parfaitement à l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, on nous demande d'utiliser les pointeurs. Donc, il faut faire attention aux outils qu'on nous demande d'utiliser. Alors, je suis désolée, mais je dois y aller. Ok, aucun problème. Oui. D'accord? Alors, voilà la fonction de malloc, pardon, de allouer.
Maintenant, on va passer à l'affichage. Alors, pour afficher les éléments d'un vecteur, donc j'ai en paramètre d'entrée le vecteur et puis j'ai la dimension, c'est-à-dire la taille des éléments, ou bien la taille de mon tableau, de mon vecteur. Donc j'ai ici le pointeur pt, je vais le déclarer, et puis la boucle for pt égale à vecteur, pt inférieur à vecteur plus dimension, pt plus plus. Là, je vais afficher le contenu de mon tableau. D'accord? Donc pour l'afficher, bien sûr, je vais mettre étoile pt pour accéder à la valeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc lorsqu'on fait pt seulement, c'est-à-dire on accède à l'adresse mémoire. Lorsqu'on précède pt par étoile, on parle de la valeur. D'accord? La fonction de, ou bien la procédure d'afficher est facile. Maintenant, on va passer pour voir la modification. Alors, pour modifier, on a 3 paramètres. On a le vecteur, dans lequel on souhaite faire la modification, et puis l'indice de la valeur qu'on souhaite modifier, et puis la nouvelle valeur qu'on souhaite mettre à la place. Alors, Naya, je me rappelle, dans la séance de TP, beaucoup d'entre vous essayaient de parcourir tout le vecteur et puis chercher l'indice, etc. Donc, en fait, la question elle est très facile, ne demande pas beaucoup de travail. Il y a seulement une seule instruction qui permet de répondre à la question. Donc, pour modifier la valeur d'une position dans le vecteur, il est simple d'accéder à cette position. Alors, pour accéder à une position quelconque dans le vecteur, je vais écrire comme suit. Je vais mettre vecteur plus indice et le précéder par étoile. Voilà, donc je vais accéder à la position indice dans le vecteur et je vais y mettre la valeur ou bien la nouvelle valeur que je veux ajouter. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir. Alors, lorsque vous mettez, par exemple, si on écrit étoile, vecteur, reçoit, nouvelle val. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais accéder à la première position. Exactement. Je vais accéder à la première position. Mais si je fais par exemple vecteur plus 1 ou bien plus 2 ou bien plus 3 ou autre, donc là, je vais accéder à la deuxième case du vecteur. D'accord? Alors là, dans le cas général, si je fais vecteur plus indice, c'est-à-dire je vais accéder à la position qui a la valeur de indice. Si par exemple indice est égal à 3, donc c'est comme si je fais vecteur plus 3. Si indice est égal à 4, c'est comme si je fais vecteur plus 4. Donc je vais accéder à la quatrième position dans le vecteur et je vais lui donner la nouvelle valeur. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc la modification, elle est très simple. Donc si je fais vecteur tout court, ça veut dire la première case du vecteur. Si je lui ajoute un indice, c'est-à-dire un entier qui représente un indice, ça veut dire que je vais aller à cette position et mettre la valeur que je souhaite ajouter. Ça marche? D'accord? Donc maintenant, on va passer à la recherche. Donc la recherche aussi, elle est très simple. Donc je vais mettre le vecteur dans lequel je souhaite faire la recherche, puis la dimension de mon vecteur, et puis la valeur x que je souhaite rechercher. Pardon. Ensuite, donc, je vais déclarer le pointeur pt, et puis l'indice égale à moins 1. Donc, pourquoi je vais utiliser cet indice-là? Donc, l'idée derrière l'utilisation de l'indice égal à moins 1, c'est pour traiter le cas où la variable x n'existe pas dans le vecteur. Parce que si la valeur x n'existe pas dans le vecteur, je vais retourner moins 1. Si elle existe, je vais retourner la valeur de indice. D'accord? Donc, la déclaration, elle est importante de la variable indice. Parce que je vais l'utiliser dans le cas où la valeur x recherchée n'existe pas dans le vecteur. Alors maintenant, bien sûr, pour rechercher une valeur dans un vecteur, je dois utiliser une boucle. OK, comme vous le savez. Donc, on va garder la même boucle que tout à l'heure. Donc, for pt
égale à vecteur, PT inférieur à vecteur plus dimension, PT plus plus, donc ça c'est pour parcourir mon vecteur. Et après, je vais faire des comparaisons. Donc, pour chaque, donc le pointeur PT, il se déplace d'une position à une autre dans le tableau, dans le vecteur. Donc là, au début, PT, il contient la valeur de la première position. Puis après, je vais passer à la deuxième position, troisième, etc. Alors là, le test que je vais faire, if PT égale à X. Donc, je vais précéder PT par étoile. Pourquoi? Parce que si je fais PT tout court, je parle du pointeur. Et si je veux parler de la valeur, je dois le précéder par un étoile. Parce que là, je vais comparer une valeur, un entier X, et là aussi, il doit être de type int. Pour que le PT soit de type int, je dois le précéder par un étoile pour parler de la valeur. Ça marche? Donc, PT tout court, si je fais PT comme ça, là, je parle de l'adresse mémoire. C'est int étoile. Mais je ne peux pas comparer une variable de type int étoile avec un entier. Regardez, x de type int. Donc, la comparaison est fausse. Donc là, pour résoudre le problème, je dois précéder PT par un étoile pour parler de la valeur. Donc, je vais récupérer la valeur et la comparer avec x. Donc, si la première valeur du vecteur est égale à la valeur x recherchée, donc c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner PT moins vecteur. Donc, l'instruction PT moins vecteur, elle me permet de retourner l'indice de la valeur x dans le vecteur.